Bonjour à tous, nous sommes vendredi 20 mars. Allez, bienvenue dans le cours de français du dernier jour de la semaine. Bon, j'espère que vous allez bien, le mieux possible en tout cas. Aujourd'hui, ah oui, j'attends toujours vos petits coucous en bas des vidéos. J'ai commencé à pointer et bien sûr, je n'ai pas tout le monde, donc répondez-moi. Ceux qui l'ont déjà fait, c'est bon, hein, je vous ai comptabilisé. Et puis les autres, donc dites-moi, oui, je suis bien connectée. Alors aujourd'hui, donc il était prévu correction des exercices, page 31, ici, et puis le portrait de Cosette. J'ai changé un petit peu de système de son parce que, alors pour vous, la dernière vidéo était bonne, mais pas pour les sixièmes, donc c'était un peu catastrophique. Ça m'a pris pas mal de temps, enfin ça nous a pris pas mal de temps parce que j'ai de l'aide pour ça, j'y arrive pas toute seule. Donc j'espère que ça va bien aller. Si c'était pas le cas, soyez patients, je réécoute ce que je vous envoie, donc je me rends compte quand il y a des blancs. Voilà. Alors, allez, c'est parti pour le cahier d'exercice, page 31. Donc les formes de phrases, on relit le cours 2 secondes. Donc forme de phrase, ça peut recouvrir diverses choses, hein, c'est ça qui est vraiment compliqué. Donc c'est à la fois par exemple les phrases verbales et non verbales, c'est à la fois la phrase négative et la phrase affirmative, c'est à la fois les phrases donc impersonnelles, qui sont remarquables parce que assez rares, et aussi les phrases emphatiques qui sont intéressantes pour l'analyse de texte notamment. Alors, on corrige les 1 et 3. Donc, voilà le 1. Alors, on va se servir d'un des noms de la phrase. Donc, on pourrait parler de prévision avec prévoir, ou garder le mot sécheresse. Pour pompier, on va certainement prendre le mot sauvetage ici, à partir du verbe. Et puis, à l'inverse, le nom qui est ici, on va en faire un verbe. Donc, on aura probablement le verbe recevoir. Et puis là, par exemple, on ne peut pas comprendre ou quelque chose de ce genre. Alors, que nous dit le corrigé ? Voilà, sécheresse prévue, ou bien prévision de sécheresse, comme vous voulez. Le sauvetage, donc on a ici. Les bacheliers ont été ou sont ou seront reçus à la mairie. C'est de la voix passive. Donc le sujet ici, les bacheliers subissent l'action. Et puis, incompréhensible retard du train, on va passer par le pronom indéfini on. On ne comprend pas puisqu'on ne sait pas exactement qui ne comprend pas quoi. Donc ce on ici est correct, ça n'est pas un on qui remplace un nous, c'est un on de monsieur tout le monde, on ne sait pas qui. Allez hop, c'est bon pour le 1. Pour le 3, donc indiquer pour chaque phrase si elle est emphatique ou impersonnelle. Bon, là, si vous avez bien compris, hein, la phrase impersonnelle, elle commence par un pronom qui est vidé de son sens de personne. Ça veut dire que personne ne se cache sous le il. Donc, il pleut, ici, et puis il manque 3 livres, ici. La phrase emphatique, ça n'a rien à voir, hein, on vous met les deux pour fabriquer un exercice, mais la phrase emphatique, donc c'est le phénomène d'insistance. En général, on redouble on redouble l'élément sur lequel on veut insister. Il va se trouver 2 fois dans la phrase, ou bien on passe par des formules du type c'est que, voilà que. Donc ici on en a une, voilà 20 ans que. Et puis ici on a un redoublement, mon personnage, je l'ai découvert, le L', c'est toujours le personnage. Voilà le corrigé, donc heureusement c'est bon, on ne s'est pas trompé. Allez, on laisse de côté le cahier d'exercice. Et donc vous pouvez aller prendre le texte du portrait de Cosette. Je vais vous l'attacher donc sous la vidéo. Il est dans votre drive sinon. Ah oui, alors le drive il apparaît un peu bizarrement là avec mes changements de réglage. Mais donc il est dans les leçons normalement. Hop, voilà, portrait de Cosette, il est là, donc je l'ouvre, le voilà. Par rapport à ce que je vous avais demandé de lire pour aujourd'hui, je crois que je vous avais demandé de le lire, je ne sais même plus, j'ai ajouté 2 paragraphes, je me suis aperçue qu'il manquait après coup. Allez, je vous en fais la lecture. L'homme qui avait à peine trempé ses lèvres dans le verre de vin qu'il s'était versé, considérait l'enfant avec une attention étrange. Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans, on lui en eût donné à peine 6. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure.
Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses 2 genoux l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa peau, çà et là, et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à pleurer. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste exprimaient et traduisaient une seule idée, la crainte. La crainte était répandue sur elle, elle en était pour ainsi dire couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches, retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, et était devenue ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps, sans variation possible que d'augmenter. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Cette crainte était telle qu'en arrivant toute mouillée comme elle était, Cosette n'avait pas osé s'aller sécher au feu et s'était remise silencieusement à son travail. L'expression du regard de cet enfant de 8 ans était habituellement si morne et parfois si tragique qu'il semblait à de certains moments qu'elle fût en train de devenir une idiote ou un démon. Jamais nous ne l'avons dit, elle n'avait su ce que c'était, jamais nous l'avons dit, elle n'avait su ce que prier. Jamais elle n'avait mis le pied dans une église. « Est-ce que j'ai le temps ?» disait la Thénardier. L'homme à la redingote jaune ne quittait pas Cosette des yeux. Alors, je ne vous ai pas mis de paratexte. Vous savez donc que ce texte se situe juste après l'épisode du seau. Jean Valjean a porté le seau jusqu'à l'auberge. Cosette lui a dit « Oh là là, rendez-le-moi, sinon je vais me faire battre. » Donc elle rentre avec le seau. Lui va rentrer après, faisant semblant bien sûr de ne pas l'avoir croisée, et donc c'est là qu'il s'arrête vraiment pour la regarder, puisqu'il est attablé chez les Thénardier, il a demandé quelque chose à boire, donc un verre de vin, et donc il va pouvoir la regarder tout à loisir, ce qu'il n'a pas pu faire quand il lui portait son seau, étant donné qu'il faisait nuit. Alors, je vous ai placé donc ces 2 petites lignes avant le portrait, qui vont former finalement comme une introduction. Et vous voyez ici, on est en point de vue externe, ça se voit nettement, puisqu'on a l'homme, on a ce procédé qu'on avait déjà vu pour le portrait de Jean Valjean, quand il entrait justement chez Monseigneur Myriel. Donc vous êtes habitués à ce genre de procédé. L'enfant, bien sûr, tout le monde sait que c'est Cosette, puisqu'ils se sont déjà croisés, mais on a ce point de vue externe qui va pouvoir donner un semblant d'objectivité au portrait qui suit. Ensuite, le portrait qui suit, alors on pourrait se dire c'est le point de vue de Jean Valjean, non, parce qu'on voit tout de suite ici, nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. C'est ce nous qui englobe l'auteur et le lecteur qu'on rencontre très souvent, donc typique du style de Victor Hugo et du style romantique qui dans son enthousiasme veut emporter toujours le lecteur avec soi. Donc bien sûr ce nous nous introduit, nous montre qu'on est en point de vue omniscient, dans le point de vue même du narrateur au-dessus de l'histoire qui sait tout et qui connaît tout. Donc, point de vue omniscient à partir d'ici. Alors, si on devait faire un plan du texte, on couperait le portrait en 2. Alors, pour le portrait de Jean Valjean, on n'avait pas eu l'occasion d'avoir un portrait aussi classique. Celui-ci est tout à fait classique parce qu'il respecte la partition en 2. On a toujours une moitié jusqu'ici qui concerne le portrait physique. On va le voir, il y a beaucoup de parties du corps qui sont nommées. Et puis, en bas, ici, ce sera le portrait moral, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc c'est le caractère de la personne, et puis je vous ai mis aussi comme une petite conclusion ici à la fin. Donc 2 parties, le portrait physique et le portrait moral. Donc ce portrait constitue nécessairement une pause dans le récit, si on est dans les rythmes du récit, vous vous en souvenez. Donc là on est dans une pause puisqu'on va mettre l'action de côté, le temps donc de contempler ce personnage. Alors, encore une chose qui montre qu'on est en point de vue omniscient, si vous n'étiez pas convaincu, heureuse, elle eût pu être jolie, 2e phrase du portrait, ça veut dire que notre narrateur sait même ce qu'elle aurait pu être. Ce « u » ici
c'est l'équivalent d'un conditionnel passé. On a étudié ça ensemble. Le conditionnel passé, c'est pour les choses qui ne se sont pas réalisées. Donc ici, il manque, la phrase est assez ramassée, assez concise, comme on connaît le style de Victor Hugo. On aurait pu traduire: si elle avait été heureuse, elle aurait peut-être été jolie. Donc cette irréelle du passé, donc une action qui ne sera jamais accomplie, là elle est très condensée dans cette petite phrase. Alors justement, si je prends par le début, Cosette était laide. On a encore une phrase couperet comme Victor Hugo les aime tant, avec une espèce de vue d'ensemble. Cosette était laide, heureuse, elle eût pu être jolie. Ah bah oui, irréelle du passé, elle est malheureuse, donc elle n'est pas jolie. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça, c'est quand même un genre d'anticipation par rapport à la suite. Vous avez lu Tous les Misérables maintenant, vous savez bien qu'elle va devenir très jolie même, et donc elle sera très jolie aussi parce qu'elle va être très heureuse, grâce à Jean Valjean et juste après cet épisode où il va l'arracher au Thénardier. Donc, Cosette était maigre et blême. Cette autre phrase courte sonne presque comme une espèce de doublon de Cosette était laide, et à partir de là, donc, on va venir détailler un petit peu plus. Maigre et blême, bien sûr, on peut lire sous cette phrase un jugement. Idem pour la phrase d'après, elle avait près de 8 ans, on lui en eût donné à peine 6. Donc même histoire, on lui en aurait donné à peine 6. Donc ces phrases peuvent apparaître comme un jugement implicite. Donc l'implicite, c'est ce qu'on ne dit pas, donc il ne condamne pas apparemment la maigreur, sauf que si, bien sûr qu'on se doute que cette phrase est péjorative, surtout qu'on a donc ces chiffres 8 et 6 qui ne vont pas dans le bon sens. Normalement, un enfant bien portant, où on est toujours plutôt fier de dire que son enfant fait plus que son âge, donc là, on lui en eût donné à peine 6 parce que, étant mal nourrie, elle est plus petite qu'elle ne le devrait. Donc voilà, ici on a le jugement implicite, bien sûr, du narrateur, mais aussi du personnage, qui laisse entendre que le malheur, est à l'origine de sa laideur. Le côté maigre et blême, bien entendu, c'est pas une preuve de beauté. Alors ensuite, si nous étions en classe, je vous demanderais de relever tout le champ lexical du corps humain. Donc bien sûr, il y a énormément de mots. Le but étant de voir s'il y aurait un ordre dans ces éléments du corps humain. Alors du coup, là, vous allez essayer de lire en même temps que moi. Donc on a les yeux ici. Ensuite, on a les coins de la bouche. On peut peut-être mettre un peu de couleur. Allez, du orange. Voilà, donc la bouche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les mains. Après, qu'est-ce qu'on a? Les angles de ses os. Alors là, bon, c'est pas exactement où on est. Et puis, nous avons les genoux. Voilà. Ensuite, on a le vêtement. Donc là, c'est un ensemble. La peau, c'est un ensemble aussi. Et puis, tiens, les jambes qui apparaissent ici. Et ensuite, les clavicules. Voilà. Alors, voilà le champ lexical du corps humain. Donc on en a un petit peu partout. Est-ce qu'on peut voir un mouvement de haut en bas ou de bas en haut? Parce que quand on décrit quelqu'un, en principe dans un portrait, comme je vous le disais, on suit un certain ordre. Donc là, visiblement, alors c'est pas un mot près, mais on a quand même l'impression qu'on nous décrit Cosette plutôt du haut vers le bas. Je dis on a l'impression, c'est bien dans les yeux, la bouche, les mains, les genoux, les jambes. Après clavicule, par contre, nous fait remonter un peu plus haut. Donc grosso modo, un ordre plutôt de bas en haut. Alors ensuite, ce qu'on pourrait dire sur ce portrait, on sait que dans le romantisme, on aime les excès. Là, Victor Hugo nous fait une espèce de leçon de figure de style. Il y en a absolument partout. Le but étant que ce portrait de Cosette s'imprime vraiment très profondément en nous, puisque on sait qu'elle deviendra l'opposé de ce qu'elle est quand elle va vieillir. Parce que heureuse, comme je disais tout à l'heure, elle va embellir. Alors, dans ce qui concerne ses yeux, hop, voilà, ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Alors, on a ici des répétitions, enfoncées, qui se répètent dans ombre profonde, profonde enfoncée.
et presque éteint à force d'avoir pleuré. Pardon. Donc déjà, là, un phénomène d'insistance, hein, avec enfoncé et ombre profonde. Éteint à force d'avoir pleuré. Alors là, au contraire, on a une opposition. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Les yeux sont censés... Non, pardon, pas une opposition. Éteint et pleurer, pardon, ça va ensemble. Ce qui éteint la flamme des yeux, puisqu'on parle en général quand les yeux sont vivants, on dit qu'ils sont brillants, on dit qu'ils sont pétillants, flamboyants peut-être, comme s'il y avait une petite flamme à l'intérieur. Donc là, justement, les larmes ont éteint ses yeux. On dira plus tard dans le texte, vous l'avez vu, hein, qu'elle a des yeux d'enfant abruti, idiote, voilà. Donc ici, on a le symbole de l'eau, on va dire, des larmes qui viennent éteindre les yeux, donc une figure, une métaphore assez forte. Donc on pourrait dire que sur toute cette phrase-là, on est sur une phrase littéralement pleine d'hyperboles. Alors on va continuer dans les hyperboles, il y en a beaucoup dans le texte. Hein. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés, chez les malades désespérés, c'est sympathique. Alors ici on est sur une hyperbole, mais on est surtout sur une comparaison. Donc une comparaison, on va dire, hyperbolique. Donc on compare les coins de sa bouche, on compare l'angoisse plutôt que montre les coins de sa bouche à l'angoisse des condamnés et des malades désespérés. Donc là, on a deux fois l'idée de la mort. Hein, les condamnés, là je vous fais pas de dessin, et les malades désespérés, si on dit qu'ils sont désespérés, c'est qu'ils vont tout droit à la mort aussi. Donc, quand je vous disais que avec le romantisme, on y va loin dans l'exagération, on se cherche à marquer, bon, voilà, là c'est clair, les yeux éteints, condamnés, malades désespérés, et ça continue. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Donc si je reste dans mon idée de désespoir et de maintes et maintes exagérations qui montrent que Cosette est perdue, comme une enfant... morte presque, donc on a les mains perdues ici. Les engelures, ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous voyez que c'est la famille du mot gel, donc c'est quand on a les mains qui sont brûlées par le froid, donc à la fin finalement les tissus finissent par mourir, on est forcé d'amputer. Donc là, Cosette n'en est pas encore là parce qu'on sait bien qu'elle va garder ses deux mains, mais c'est ça que signifie ce texte, ce mot. Alors, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a des guillemets autour de perdu d'engelure. Alors, est-ce que c'est un petit mot inventé par Victor Hugo? Non. Est-ce que c'est le narrateur qui le dit? Non, parce que le narrateur parle tout le temps, il n'a pas besoin de guillemets. Alors, c'est que c'est un autre personnage qui parle. Je vous laisse deviner. On a une petite proposition en incise juste avant. Ses mains étaient, virgule, comme sa mère l'avait deviné. Virgule. Donc c'est ça qu'on appelle une proposition en incise. Proposition parce que vous avez une proposition subordonnée ici, hein, avec un verbe conjugué, une conjonction de subordination là, et elle est entre deux virgules pour donner une précision. Donc, perdu d'engelure, ce sont les termes de Fantine dans ses lettres. Voilà, Fantine parle à ses proches ou écrit dans ses lettres donc qu'elle craint que sa fille ait les membres perdus d'engelure. Donc effectivement, c'est ce qui arrive. Le feu qui l'éclairait en ce moment, alors le feu, élément réconfortant, qui vient juste après le gel justement, eh bien vous allez voir que non, il n'est là que pour mettre en valeur la misère, encore une fois. Donc le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os. Bon, les angles, voilà encore une hyperbole, hein, évidemment, rendait sa maigreur affreusement visible. Donc dans l'hyperbole toujours, voici un adverbe de manière, et puis suite une nouvelle phrase ici, comme elle grelottait toujours. Donc ici ce n'est pas un comme de comparaison, mais c'est un comme de proposition subordonnée de cause. Elle avait pris l'habitude de serrer ses deux genoux l'un contre l'autre. Alors si vous visualisez la scène, elle est en position quasi fétale, hein, recroquevillée comme une petite chose, et ce qui va bien avec l'idée donc bien qu'elle ait ses 8 ans, elle n'est qu'une petite enfant malheureuse qui ne peut pas évoluer comme un enfant de son âge vraiment. Alors ensuite ça continue, tout son vêtement n'était qu'un haillon qui lui fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Alors ici on a une autre figure de style chère à Victor Hugo qui en emploie beaucoup avec le « et » ici, c'est la structure parallèle ou le rythme binaire. Rythme binaire parce que cette phrase elle balance en deux. Tout son vêtement n'était qu'un haillon, hop, qui eût fait pitié l'été, première partie, qui faisait horreur l'hiver. Voilà, la structure binaire, elle est là. Elle est qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver.
Pourquoi on parle de structure parallèle? Parce qu'on a qui ici et qui de l'autre côté du et. On a un verbe eût fait pitié, faisait horreur, donc avec le verbe faire, et puis on a ensuite une saison l'été, une saison l'hiver. Donc la structure parallèle, elle est très visible, à la fois dans le choix des mots et dans la structure, mais par contre elle sert aussi à opposer ces deux éléments, donc sous-vêtement. Finalement, le jugement qui est porté ici est qu'il est tout aussi minable l'été que l'hiver, avec le mot pitié qui s'oppose au mot horreur et le mot été qui s'oppose au mot hiver. Donc une structure parallèle, un rythme binaire qui vient mettre des choses en opposition, pitié l'été, horreur l'hiver, et finalement tout ça vient s'accoler au mot haillon, qui devient finalement pour Cosette quelque chose d'abominable, puisque ni l'été ni l'hiver, elle n'est bien. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, donc c'est la même idée avec la négation ici, ne que restrictive. Donc la toile trouée qui vient expliciter ce que c'est que le haillon, hein, pas un chiffon de laine. Donc là on est dans la répétition, haillon, toile trouée, chiffon de laine. On voyait sa peau ça et là, ça c'est toujours dans la continuité du chiffon et de la toile trouée, puisqu'elle est trouée, on voyait sa peau. Et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Alors, phrase très intéressante, il faut aller visualiser un petit peu tout ça. Je suis sûre que la majorité d'entre vous, vous avez déjà deviné de quoi on parle. Des taches bleues et noires. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et en plus, on vous dit qu'il indiquait les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ah. Alors tiens, il y a un magnifique accord du participe passé ici employé avec l'auxiliaire avoir. Et donc le EE vaut pour le COD placé ici, le petit L apostrophe. Ce COD, c'est Cosette. Bien sûr qu'elle est COD parce qu'elle subit l'action, c'est toujours la Thénardier qui agit, ça n'en est pas surpris. Alors, elle l'a touché, la Thénardier? Non, elle ne l'a pas touché. Ceux qui ont compris ce que sont ces taches bleues ou noires, ce sont des bleus, ce qu'on appelle des échymoses, des hématomes, comme vous voulez. Si elles sont noires, c'est qu'elle y est pas les mains mortes. Donc elle ne l'a pas touché, la Thénardier, elle l'a battue. Alors ça aussi, ça porte un nom. Quand vous avez envie de diminuer la vérité, de l'atténuer, eh bien on emploie un euphémisme. Donc c'est proprement l'opposé de l'hyperbole. L'hyperbole est dans l'exagération, l'euphémisme est dans l'atténuation. Vous pourrez rencontrer aussi peut-être dans les années futures le mot litote qui est assez proche. Donc elle ne l'a pas touché, elle l'a battu. Alors cet euphémisme est intéressant parce que dans le romantisme on est plutôt dans l'exagération en général, donc il y a un petit coup d'ironie pour Madame Thénardier peut-être du narrateur, un petit coup de cruauté. Voilà, ce personnage est présenté comme abominable, c'est ce que Thénardier dirait, hein. Par exemple si Jean Valjean on imagine un dialogue, dites donc... Elle a des taches bleues ou noires, cette fille. Et la Thénardier pourrait répondre « Oh, oui, oui, je l'ai juste touchée. Oh, non, je l'ai juste attrapée par le bras. » Voilà ce qu'elle pourrait dire. Les jambes nues étaient rouges et grêles. Là-dessus, on est toujours sur le phénomène de pitié qu'on essaye de nous faire avoir pour cette pauvre petite Cosette. Ça rejoint les genoux, donc rouges de froid, grêle parce qu'elle n'est pas nourrie. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Alors si vous ne visualisez pas bien où sont vos clavicules, eh bien allez voir une petite photo, c'est donc au niveau des épaules et du cou. Donc ça, c'est un endroit où on voit particulièrement bien la maigreur. Donc à faire pleurer, bien sûr, expression hyperbolique qu'on avait ici. Voilà, pleurer, on le retrouve plusieurs fois. Donc, si on n'avait pas bien compris, décidément, cette pauvre petite Cosette, elle est vraiment, vraiment mal en point. Alors, le portrait, ici, va proposer une transition avec cette longue phrase ici. Toute la personne de cet enfant, virgule, son allure, virgule, son attitude, virgule, le son de sa voix, virgule, ses intervalles entre un mot et l'autre, virgule, son regard, virgule, son silence, virgule, son moindre geste, là on n'a plus d'air, exprimait et traduisait une seule idée, deux points, la crainte. Alors voilà une phrase assez ample, vous pouvez tout de suite deviner la figure de style que je vais vous demander de remarquer. C'est l'énumération. Donc là, on commence cette deuxième partie, donc le portrait moral, on va sauter une ligne, avec une longue énumération, toute la personne de cet enfant. Alors le mot personne est intéressant parce que c'est justement un statut que lui refuse totalement la Thénardier, et d'ailleurs avec toute la personne de cet enfant,
traduisait une seule idée, donc la crainte, on voit bien qu'elle n'est pas encore une personne, elle est réduite à son état d'animal. La crainte, voilà, c'est typiquement ce qu'éprouve le mammifère avec une espèce de prédateur comme la Thénardier. Donc cette énumération elle est intéressante parce qu'elle est très longue et qu'elle vient bien sûr se ramasser dans les 2 points. Hop, et le mot la crainte ici va servir de pivot. C'est-à-dire qu'on tourne autour entre le portrait physique et le portrait moral, dans lequel on va détailler le mot crainte qui va revenir régulièrement comme une anaphore. Donc cette très longue énumération, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, on voit que certaines choses sont répétées, comme même le son de sa voix, son intervalle, ça veut dire qu'elle s'exprime très mal. Son regard, on l'a vu, toujours très cher à Victor Hugo, on sait qu'elle a un regard éteint. Le silence qui vient presque contrecarrer le son de sa voix et les intervalles entre un mot et l'autre, donc du coup finalement elle ne parle même pas, et puis c'est ramassé dans son moindre geste ici. Voilà, donc la crainte, je disais, mot pivot qui va nous permettre d'amorcer le portrait moral. Donc la crainte apparaît comme une anaphore. Une anaphore, je vous rappelle, c'est la répétition d'un même mot en début de phrase. En général, c'est réservé à la poésie, mais ici quand même, on le voit là, en début de cette phrase-là. Ici, la crainte était... Alors derrière le point virgule, on pourrait presque considérer que c'est une autre phrase. La crainte ici, et puis ici encore, cette crainte. Donc quand même le mot apparaît 4 fois. La crainte était répandue sur elle, elle en était pour ainsi dire couverte. Donc ici ce qui est intéressant c'est la métaphore. Alors une métaphore, j'allais dire c'est plus intéressant qu'une comparaison. C'est pas vraiment ça l'idée, mais dans la comparaison on ne nous laisse pas notre propre image se former, on nous la donne. Ici dans la métaphore c'est à nous de l'imaginer. Alors la crainte était répandue, j'allais dire comme, comme quoi elle en était couverte. Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'on imagine justement une espèce de boue qui couvrirait Cosette? On imagine une espèce de maladie peut-être qui se répand, qui la recouvre. Voilà, je ne sais pas quelles sont les images qui peuvent apparaître dans vos esprits. En tout cas, il y a une métaphore et peut-être même on va aller juste après jusqu'à la personnification. Regardez ça. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches. Alors là, c'est intéressant parce que dans cette personnification, on voit bien que c'est la crainte qui fait agir Cosette. Bien sûr que c'est Cosette qui bouge, mais là, ce que Victor Hugo met en avant, c'est que c'est la crainte qui dirige tous ces mouvements et que Cosette, en tant qu'être humain, n'existe plus. Donc elle ramène ses coudes contre ses hanches, elle retire ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, était devenu ce qu'on pourrait appeler. Donc on a un verbe, 2 verbes, 3 verbes, 4 verbes, 5 verbes dont le sujet est la crainte. Voilà pourquoi on peut dire qu'il y a personnification ici, c'est la crainte qui agit chez Cosette et qui lui dicte son attitude ici et son allure ici aussi. Donc voilà ce qui est détaillé ici, coude contre les hanches. Alors allez-y, mettez vos coudes contre vos hanches, retirez vos talons sous vos jupes, donc on met ses talons sous ses fesses, et on tient le moins de place possible. Donc on imagine bien là qu'elle est dans une posture de prostration, vraiment, elle est prostrée, elle est presque ramassée sur elle-même pour tenir le moins de place possible, donc c'est aussi une attitude évidemment de soumission. Si vous vous mettez donc les genoux sous vos fesses, les coudes contre les hanches, voilà, ne lui laissez de souffle que le nécessaire, voilà, là on est vraiment le souffle vital, on ne peut rien toucher de pire. Et en plus, donc, on vous dit que cette crainte, toute cette attitude, c'est sans variation possible que d'augmenter. Et alors justement, à propos d'augmentation, la phrase suivante, qui est une phrase courte, pour toujours faire cette alternance chère à Victor Hugo entre les phrases courtes et les phrases longues, il y avait au fond de sa prunelle, donc on revient aux yeux, un coin étonné où était la terreur. Donc la voilà l'augmentation, on passe du mot crainte au mot terreur, qui bien entendu est plus fort. Le mot prunelle, là, si vous n'êtes pas familier de ce mot, ça veut dire les yeux. Au fond de la prunelle, c'est au fond des yeux. Donc on a l'impression vraiment que son corps ne lui appartient plus, à tel point que donc au fond de ses yeux, il y a un coin étonné, ça veut dire qu'elle n'est même pas, elle ne sait même pas ce qui se passe chez elle, elle est étonnée elle-même de ses propres émotions, attitudes, sentiments, tellement elle est en dehors, déconnectée de ce corps qui la fait souffrir. Donc elle n'est que crainte et terreur.
Cette crainte était telle, donc ici on a à nouveau tel que, donc vous savez que ça va être la conjonction de subordination qui va indiquer la conséquence, avec une notion d'insistance ici, d'intensité plutôt, était telle qu'en arrivant toute mouillée comme elle était, Cosette n'avait pas osé s'aller sécher. Alors nous on dirait n'avait pas osé aller se sécher, mais c'est une formulation ancienne, au feu et s'était remise silencieusement à son travail. Donc voilà, là le lecteur qui a normalement une pitié, une compassion énorme arrivé à ce stade du texte, découvre avec cette proposition donc subordonnée de conséquences telle qu'en arrivant elle n'avait pas osé aller sécher, etc., que cette pauvre enfant est décidément totalement maltraitée et totalement soumise, avec cet adjectif silencieusement, qui fait de toute façon écho au silence ici, hein, on avait bien compris, elle est complètement soumise. L'expression du regard de cet enfant de 8 ans, alors là on commence à avoir un phénomène qu'on appelle de bouclage, ça veut dire qu'on est proche de la fin du portrait, et Victor Hugo, auteur mais bien entendu sous les paroles de son narrateur, veut boucler sa boucle. Donc boucler sa boucle, ça veut dire qu'on va retrouver à la fin de la description des éléments qui vont aller recouper avec le début. Donc le regard de l'enfant de 8 ans, il était là. Hop là, voilà, elle avait près de 8 ans. Et puis le regard, on l'a plusieurs fois, hein, ici par exemple les yeux éteints à force d'avoir pleuré. Donc était, alors on a justement un phénomène d'emphase, on en parlait avec les formes de phrases, si morne, si tragique qu'il semblait, qu'elle fût en train de devenir une idiote ou un démon. Donc ce regard morne, tragique, idiote, démon, eh bien fait allusion aux condamnés et aux malades désespérés qui sont ici. Hop, le regard on l'a ici aussi d'ailleurs, hein, dans la crainte. Donc voilà notre pauvre petite Cosette, on atteint vraiment le summum de l'horreur, une idiote ou un démon. Donc idiot ayant un terme très fort, hein, à l'époque ça veut dire un demeuré complet. Le mot démon n'est pas lâché au hasard parce que justement on a cette petite phrase de la Thénardier qui vient couper ce long portrait, mettre un petit peu de discours direct qui arrive juste après. Jamais nous l'avons dit, donc nous l'avons dit, là c'est le narrateur qui parle, hein, qui vient à nouveau nous solliciter comme au tout début dans nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Donc jamais nous l'avons dit, elle n'avait su ce que c'est que prier. Jamais elle n'avait mis le pied dans une église. Donc vous voyez le rapport avec le démon. Donc la Thénardier est responsable non seulement d'avoir perdu le corps de Cosette, elle en a fait un corps douloureux, c'est vraiment donc un petit corps qui souffre sous des haillons mal emballés, j'allais dire, mais surtout, donc ça c'est grave bien entendu que dans notre système chrétien de pensée chrétienne de Victor Hugo, la Thénardier mériterait d'être punie pour ce simple fait d'avoir maltraité le corps de cet enfant, mais là vous voyez où je veux en venir en parlant de ce corps d'enfant. Pire que ça, elle n'a pas éduqué Cosette dans la tradition chrétienne, puisqu'elle dit « est-ce que j'ai le temps ?» en parlant d'aller à l'église, d'aller à la messe, de temps en temps. Et donc ce que Victor Hugo nous montre dans ce personnage abominable qui est la Thénardier, c'est qu'elle sera responsable non seulement du corps de Cosette qu'elle a maltraité, mais surtout elle sera responsable de son âme. Voilà, la Thénardier n'a pas éduqué l'âme de Cosette, n'a pas emmené Cosette vers Dieu, vers la connaissance de Dieu, et ça, c'est vraiment une chose pour laquelle, bien sûr, elle va être punie. Il y a une seule chose que la Thénardier ne voulait pas bien sûr que Cosette ait, c'est de l'espoir. On sait que justement c'est Dieu qui donne l'espoir. Il y a 1001 textes mythologiques dans lesquels on peut le trouver, hein, que ce soit la Bible ou la mythologie grecque. Pensez à la boîte de Pandore, au fond de la boîte de Pandore, Hermès a placé l'espoir. Donc dans la mythologie biblique, l'espoir est évidemment primordial. Il apparaît souvent sous forme de colombes et autres symboles. Donc voilà, la Thénardier a refusé à Cosette l'espoir de la croyance en Dieu, l'espoir d'être sauvée. Ce qui fait, on en avait déjà parlé, de Jean Valjean une figure christique, c'est-à-dire une figure de sauveur. C'est lui qui arrive, c'est lui qui va la sauver, c'est lui qui va l'éduquer dans la religion notamment, mais même indépendamment de religion, il va l'éduquer dans les principes chrétiens tout simplement, comme un père le ferait avec son enfant, de générosité, d'effort,
d'effort, de travail, d'altruisme, c'est-à-dire d'être tourné vers les autres, etc. Je vous rappelle que juste après qu'ils seront arrivés à Paris, quand Javert les aura retrouvés, ils vont s'enfuir, ils vont sauter un mur et ils vont se retrouver dans un couvent, vous vous souvenez? Donc vous voyez que la construction du roman de Victor Hugo emmène ces deux personnages misérables, Jean Valjean, qui lui est déjà passé du côté de la lumière, du côté de Dieu avec ses bonnes actions. Il va aller chercher Cosette, qu'il va aussi tirer du côté de la lumière, et donc quoi de mieux qu'un couvent pour être bien entendu éduqué dans les principes de Dieu. Donc l'homme à la redingote jaune ne quittait pas Cosette des yeux, c'est Jean Valjean bien entendu. On a rebasculé en point de vue externe, peut-être pour justement nous donner un petit peu le goût du suspense. Ça y est, enfin Jean Valjean va l'arracher, et donc c'est dans les lignes qui suivent, il y aura cet affreux chantage dont vous vous souvenez. Pour arracher Cosette, il va devoir payer. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les yeux reviennent encore ici pour la fin de cet extrait. Je l'ai coupé là. Décidément, tout passe par le regard. Voilà, j'espère que cette étude de texte vous aura intéressé. En dessous, on a donc un portrait de Cosette, illustration d'Émile Bayard pour Les Misérables en 1862. Cette illustration, c'est une illustration de l'époque de la parution. Je vous ai mis ici une sculpture que j'aime beaucoup de François Pompon. Alors, j'arrive pas à vous la mettre en entier, j'ai trop zoomé probablement. Donc ça c'est plus contemporain. Hop, moi j'ai perdu la tête, voilà, Cosette avec son seau. Et puis bien entendu, vous trouverez dans le drive la leçon. Donc c'est le chapitre 3. Alors j'avais marqué page 106 ancien manuel. Oui, bah ça c'est plus vraiment la peine de le mettre parce que je n'ai pas pu vous les distribuer en classe. Et les lignes là ne valent pas grand chose, mais au moins vous avez tout, notamment toutes les hyperboles, toutes les figures de style, je veux dire ici, qui sont notées avec les exemples. Et puis donc tout ce qui concerne la deuxième partie ici. Voilà. Alors, je me suis aperçue que j'ai oublié de vous dire deux éléments sur le texte précédent. Quand on a corrigé le contrôle, je vous avais dit que je vous parlerais de c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Quand on a parlé de Gavroche, en fait, dans la correction du contrôle, donc Gavroche chante une petite chanson, certains m'en ont parlé en commentaire dans ce qu'ils m'ont envoyé, et donc je vous avais posé la question, est-ce que cette chanson est de Victor Hugo ou pas? Alors oui et non, Victor Hugo a arrangé à sa sauce une chanson qui existait déjà, puisque Voltaire et Rousseau sont tenus pour responsables de la révolution de 1789. Ensuite, je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit, et ça c'est vraiment dommage, quand on a corrigé le contrôle, toujours on a parlé des barricades, les barricades sur lesquelles se battent Jean Valjean et Marius. Or, je ne vous ai pas reprécisé quelles sont ces barricades, parce qu'au XIXe siècle, vous savez que c'est un siècle pour le moins troublé du point de vue de l'ordre, puisqu'on a énormément de régimes politiques qui se succèdent. Donc là, il s'agit des barricades de 1832, si vous ne l'avez pas lu clairement ou si vous ne vous en souvenez plus, ce qui est bien compréhensible. Donc en 1832, on a la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe au pouvoir, et donc ce sont des républicains qui se barricadent et qui ont envie de faire sauter déjà Louis-Philippe. Or, ça arrivera bien plus tard, puisque la monarchie dure jusqu'en 1848. Donc voilà, pendant cet épisode de monarchie de Juillet, comme on dit, en fait, il y a déjà des soubresauts et des tas de barricades qui naissent et qui disparaissent d'une année sur l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi. Je ne vous donne pas de travail. Lundi, on commencera de la conjugaison, un gros pavé de conjugaison. Vous pouvez peut-être juste aller feuilleter un petit peu votre manuel scolaire, vous remettre en tête ce que c'est qu'une conjugaison d'un verbe complète avec 6 modes et plein de temps et plein de personnes à l'intérieur. Allez, à très bientôt. Profitez bien de votre week-end et puis gardez la forme.